Bonjour à toutes et à tous, et je remercie la filière Oscar de l'invitation à présenter nos travaux. C'est une partie de nos travaux autour de la scoliose et du rôle du disque, la scoliose idiopathique. Alors, la flèche, c'est le rouge là? Non, c'est bon, c'est le pointeur, c'est bon. Ouais. En haut, pointeur, droite, ouais. gauche, pour faire défiler. Voilà, donc notre équipe est effectivement, enfin j'insiste un peu à chaque fois là-dessus, elle est effectivement interdisciplinaire, c'est-à-dire que au profil CNRS, l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse, on a des chirurgiens orthopédistes, d'accord, et ça a été un challenge pour y arriver, mais on y est arrivé, voilà. Bon, ça c'est important, je pense, et on a historiquement aussi des locaux de recherche implantés au CHU. Pour nous, c'était aussi la clé pour arriver à effectivement, dans la pratique, travailler efficacement, être sur un même lieu géographique. Ça a pris du temps également, mais c'est important. Et troisième aspect, c'est, je pense que par ces activités-là aussi, ça, comme je suis prof d'université, comment dire, de manière vraiment régulière, on va former des cliniciens en résumé aux sciences dures ou à une démarche de type sciences dures, et des étudiants de sciences dures à des approches plutôt biologiques, médecine, etc. Et nos étudiants sont pas mal demandeurs en fait et demandeuses d'activités autour de la biologie et des sciences de la vie. En résumé, il n'y a pas que les avions et les automobiles pour les mécaniciens, quoi. Voilà. Donc on a des orthopédistes ici, donc Jérôme Saldegosi, Franck, PUPH, Roxane qui est orthopédiste pédiatre en formation, elle est inscrite en thèse de sciences avec nous, Manon également. Donc on voit ici apparaître des profils plutôt sciences dures, des chargés de recherche CNRS, des doctorants en mécanique. Et on a pas mal mis en place de collaboration avec des équipes, notamment à Montpellier, qui sont passées par chez nous finalement, dans leur formation. Et Kariman, qui est à Lyon aussi, qui est orthopédiste à l'hôpital des Massus à Lyon, et qui a fait sa thèse de bioméca avec nous. Donc ce qui est important également, je pense, c'est que globalement, c'est pas si évident que ça de trouver des financements en recherche pour l'enfant, en tout cas dans notre domaine. Et la Fondation Cottrell a toujours soutenu nos activités, donc c'est important, je pense, à signaler. Voilà, donc l'approche qu'on va mettre en place, c'est d'essayer d'étudier le rachis scoliotique comme pour nous un phénomène dynamique de non-équilibre. Voilà. Donc globalement, quelques points clés. Donc la scoliose, c'est une problématique de type défaut de croissance qui fait apparaître des problèmes de flexion et de torsion tridimensionnels dans l'espace. Donc du point de vue du mécanicien, c'est assez complexe. Globalement, on a 3 à 4% des enfants qui sont touchés, et beaucoup plus de filles, 80% de filles, et avec une évolution, je vais en reparler, rapide à la puberté. Donc cette évolution est encore aujourd'hui non prévisible. Cette courbure va être stabilisée ou pas par un corset, et dans le cas de l'instabilité, il va falloir procéder à la chirurgie. Donc notre approche, notre positionnement, c'est d'essayer d'illustrer ce mot-clé. Je préfère mécanobiologie à biomécanique. C'est comment la biologie réagit aux stimuli mécaniques. En fait, c'est plutôt ça. Donc pourquoi? Essayer d'arriver à une détection précoce, le suivi de l'enfant, la pose de corset également, et aussi aider à la planification chirurgicale lorsque c'est nécessaire. Donc là, j'ai oublié de citer la source, et c'est Madame Duval-Beaupère. En fait, c'est une courbe un graphique très connu dans le domaine. On va retrouver ici la croissance en fait du rachis en fonction de l'âge. Et ici, pour résumer, l'accélération de courbure, dans le cas de la scoliose, qui vraiment arrive autour de 10 ans avec un pic de croissance. Ici, une angulation vraiment qui s'accélère très très rapidement, en quelques mois, autour de la puberté ici. Voilà. Donc un élément important aussi de cette colonne vertébrale, c'est le segment vertébral, dans lequel on retrouve des tissus très durs, finalement, vascularisés, des tissus mous, le disque,
ici, non vascularisé, et un lien important pour l'homéostasie de l'ensemble sur les transferts qui vont arriver entre le corps vertébral et le disque. Nous, on va plutôt travailler sur cet aspect-là. Alors, ça, j'y tiens également. Je pense que les recherches pionnières, notamment en France, je pense dans le monde aussi, on peut y aller, autour de rachis et scoliose, c'est l'ENSAM Paris, en fait. C'est François Lavaste, en est 80-90 à peu près. Wafascali qui prend la suite. Et les groupes, je résume, de Canadiens qui viennent après, quand même, il y a eu des collaborations. Voilà. Et donc, quelques points clés concernant ces travaux. Je les ai à peu près résumés ici. J'espère que je n'en ai pas oublié. Bon, ils ne sont pas là, peut-être. Je ne crois pas, j'espère. Donc, ils travaillent sur les aspects bioméca d'ensemble du système. C'est très mécanique, en fait, je dirais. Donc, la simulation du corset, la simulation de la chirurgie, beaucoup de travaux autour de l'imagerie avec le système basse dose EOS. Et ils ont développé plus récemment des travaux sur la caractérisation tissulaire in vivo chez ces enfants scoliotiques pour aller vers la personnalisation du diagnostic et de la prise en charge du patient. Nous, on s'est positionné, sur un problème, vous allez voir, un peu plus local, en fait, et plus mécanobiologique. Voilà, je résume ici un peu, et là, je vais à peu près illustrer quelques points, en fait, de ce schéma bloc, on va dire. Donc, si on part d'une IRM ici d'enfants scoliotiques, et on va s'intéresser, en grande partie, on va le voir sur le disque, l'IRM, le disque, la volumétrie. On peut aller derrière modéliser avec des modèles prédictifs mécaniques les échanges de flux, les contraintes, les déformations de ces disques et les transferts de matière. Donc avec le numérique, aujourd'hui, on peut faire énormément de choses et à peu près n'importe quoi, en fait. Et donc, grâce au progrès de l'informatique, essentiellement. Donc l'idée, bien sûr, c'est de valider, en fait, de borner cette démarche de modèle, ici, par des approches expérimentales, non pas chez l'enfant, mais sur des modèles animaux, que je n'ai pas présentés là, sur l'agneau en croissance et le porc, on a fait également, et on a reproduit des courbures scoliotiques de manière mécanique. À partir de là, on peut essayer de travailler sur ce plateau, ici, par de l'histo, et des mesures, on va le voir, de propriétés de transport de ces plateaux, qui ont un rôle vraiment important. Revenir sur nos modèles et puis essayer d'interpréter les résultats. Donc l'idée, dans cette démarche à la fois de simulation numérique et expérimentale, il y a une composante clinique également, c'est d'arriver à mieux comprendre ces interactions mécano-biologiques pour un jour revenir en fait sur la compréhension du phénomène clinique. Alors j'insiste aussi toujours, pour nous, il y a la notion de modèle prédictif. Prédictif, concrètement, je me pose derrière un clavier, j'appuie sur Return et j'essaie de prévoir le futur. Donc en biomécanique, même si certains peuvent quelquefois l'affirmer, on va le trouver dans des articles, c'est un peu arrogant, voire limite. Donc on n'est vraiment pas, à mon avis, compte tenu de la complexité du vivant, sur des modèles prédictifs. Par contre, faire des modèles numériques servent en fait à mieux explorer la réalité biologique en utilisant par exemple des analyses de sensibilité de paramètres. Donc faire de l'analyse de sensibilité qui serait irréaliste sur des manips in vitro par exemple. Voilà, donc on en est là actuellement. Et un jour où ces modèles mécano-biologiques seront bien validés, à ce moment-là on pourra faire du prédictif. Pourquoi pas Je donne toujours cet exemple en aérodynamique, bien sûr, ça n'a rien de vivant, mais en France, toutes les souffleries ont fermé. Il y en a 2 en France, c'est une à Toulouse à côté et une à Paris. Et tous les tests en fait, de simulation d'écoulement, avion, automobile, machin, sont faits de manière numérique. Il y a un test de validation à la fin. Donc il y a 1 siècle et demi de travail, vous voyez. Et ce qui a fait accélérer tout ça, c'est l'informatique. Je pense qu'un jour, on aura quand même des modèles prédictifs autour du vivant, alors plus ou moins complet, mais je pense qu'on en aura. Voilà, alors là, c'est un peu plus... il y a un peu d'anglais, je n'ai pas eu le temps de traduire. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de travailler, en fait, sur ce concept d'instabilité. Phénomène instable, c'est un phénomène qui va évoluer dans l'espace et dans le temps, en fonction de certains stimuli. Voilà, alors si on reprend le schéma d'un segment vertébral, a priori, un système instable, quel que soit le système, et d'ailleurs, pas forcément mécanique,
théoriquement, disons, si un de ces composants part sur une instabilité, l'ensemble du système doit devenir instable. Hein. Donc, si on prend un corps vertébral rigide et un disque sinon vascularisé, ce système-là, ce sous-système, va être fortement sollicité en compression, flexion, torsion, etc. Et il va être le lieu d'échange, en fait, hein, entre le corps vertébraux et le disque pour assurer l'homéostasie du système. Donc, on voit rapidement ici le lien entre le stimuli méca et puis en fait les propriétés de transport, les échanges biochimiques dans la zone. Donc est-ce que, question, ces stimuli méca ont un rôle vraiment important sur la croissance en fait du segment et donc son instabilité? Quels sont l'impact des facteurs biochimiques et mécaniques, parce que c'est couplé, on va le voir tout à l'heure. Et à partir de là, on a des pistes, mais finalement, on va parler de boucles de régulation hein, sur la croissance, notamment à l'âge de 10 ans. Est-ce qu'en fonction de conditions initiales d'un problème, d'une instabilité, d'un des paramètres, on peut partir sur des croissances non stabilisées, donc des courbures qui accélèrent. Donc, forcément, je pense, l'idée ici, c'est toujours d'associer des démarches de sciences dures, en simplifié, avec des démarches cliniques. En sachant que la feuille de route du départ part du clinique. Hein, on a toujours fait ça. Donc, du point de vue des études cliniques, on va travailler sur des populations scoliotiques avec Jérôme et Franck, à partir d'examens de type X-ray, MRI. On essaye de suivre les enfants en croissance. Et on est surtout, là, pour l'instant, sur du pré-op, post-op. Hein. Donc, en parallèle, on va travailler sur des modèles. Je vais en donner quelques infos de poromécanique. On va voir à quoi ça correspond. Hein, et de milieu réactif. Donc, ça, c'est un paramètre intéressant, je crois. Et d'instabilité. Un milieu réactif, c'est un milieu qui va évoluer en espace et en temps en fonction de stimuli mécaniques pour nous, biochimiques, par exemple, ou du couplage des deux. Hein. Et donc, comment faire dialoguer les cliniques avec les théoriciens, par ces résultats-là, en essayant de mettre en place des modèles de type analyse de sensibilité, on va dire, probabilistique entre les deux communautés. Et ça, je pense que à mon avis, c'est très très puissant. Pour donner encore un exemple simple, c'est les gens qui ont énormément d'informations à traiter, comme les météorologues, ont développé depuis plusieurs années ces approches-là, hein, avec des modèles déterministes et des modèles stochastiques qui mixent en fait les deux. Donc, les applications vivantes sont, je pense, très intéressantes, hein, si on compare le niveau de complexité. Donc à partir de là, l'idée c'est d'essayer de comprendre la stabilité ou l'instabilité de croissance. Et à ce moment-là, si on arrive à mieux comprendre, on doit peut-être essayer d'avoir du diagnostic précoce. Et une conséquence aussi intéressante, c'est l'évolution des disques sous-jacents aux arthrodèses dans le cas opératoire. Et là, on a parlé un peu du contrôle tout à l'heure, de la notion de composant biologique normal. On est en train de mettre en place, on va le voir, des informations autour de l'IRM du disque sur la normalité. Alors, je vais détailler un peu quelques recherches. Alors, sur l'aspect plutôt clinique, en fait, qui touche aussi finalement les sciences dures, l'idée ici, c'est de travailler vraiment sur des examens de type IRM. Ça fait une dizaine d'années qu'on est là-dessus. Et à partir de segmentation d'images d'IRM en routine clinique, hein, ce n'est pas des protocoles recherche, ça. Donc, c'est à la fois une contrainte et un intérêt, puisque c'est utilisable, a priori, par tout service de radiologie. Hein. Donc, c'est de segmenter ces disques intervertébraux, d'où ma question de tout à l'heure sur le disque, et de faire de la volumétrie, finalement, du rapport, finalement, nucléus-annulus, pour essayer de quantifier et de reconstruire ici, de quantifier le comportement du disque et son niveau d'hydratation. À ceci, on a rajouté plus récemment les séquences de diffusion, qui sont IRM de diffusion, qui sont pas mal utilisé chez l'adulte, mais très peu chez l'enfant pour l'instant, enfin dans le cas du rachis en tout cas. Donc, quelques résultats au niveau des... Voilà, donc je vais aller un peu vite, hein, au niveau d'un travail clinique qu'on a fait, qui est assez, je crois, utile, sur des enfants qui ont été opérés, on les a eus en pré-op et post-op, sur plusieurs années, on est à 5 ans maintenant de recul, et voilà, donc on voit en fait
que les disques scoliotiques sont en général de volume plus petit que les normaux. Le niveau d'hydratation est également plus serré par rapport à la normalité. Et on voit que le post-op, en fait, on voit une évolution en fait, de ces disques et notamment une réhydratation du disque, comme si l'éponge avait été soulagée finalement. Et une influence, en fait, enfin, un effet de la localisation du disque sur ces niveaux de réhydratation. Question posée, en voyant ceci, retourne-t-on vers l'équilibre homéostasique ou pas? Et c'est pas parce qu'ils sont surhydratés que c'est forcément un bon signe. Peut-être que du point de vue énergétique, les disques qui sont restés libres, finalement, travaillent beaucoup plus que la normalité. Et ça rejoint en fait les complications post-op qu'on peut retrouver chez les enfants opérés. Donc l'idée derrière, bien sûr, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est un comparatif par rapport au contrôle, ici, de disques normaux. Et bien sûr, on voit ici émerger la question, est-ce que le stimuli mécanique va modifier la réhydratation de ces disques? Donc on a mis en place une base de données d'enfants normaux dont la publi est partie là récemment. Et donc c'était assez intéressant, on a pu récupérer des examens IRM sur l'hôpital des enfants de patients venant consulter pour des pathologies autres que la pathologie du rachis. Et donc on voit en fait que les premiers résultats, que le niveau d'hydratation de ces disques ne fait pas apparaître de différence en fonction des genres. On a un accroissement en fait par tranche d'âge assez faible et un niveau d'hydratation différent suivant la localisation. Donc ça, j'en ai parlé parce que c'était de l'art de travailler sur un même site géographique avec des cliniciens, des radiologues, des scientifiques, des informaticiens, etc. Vous voyez, hein? Voilà. Ici, alors la diffusion, je pense que c'est super intéressant, je crois, parce qu'il y a un lien sur la fonction dans la diffusion. Alors, il faut se méfier de la notion de diffusion vue par le radiologue, mais pour le mécanicien, l'image diffusive qu'on va retrouver ici, c'est en fait une superposition de différents effets. Il y a la convection et la diffusion aléatoire en fait du système. Mais globalement, ça donne une idée sur la fonctionnalité du système liée à la mobilité finalement en simplifié de l'eau. Hein, voilà. Donc il y a un côté vraiment assez intéressant sur la fonction du disque, bien sûr, son état, et c'est quelques indices pour nos problèmes de mécaniciens à nous. Donc là, il y a une étude qui a démarré, ça c'est les premiers résultats Roxane, et on est allé chercher en fait des coefficients de diffusion sur nos enfants. Ici, ce sont des disques normaux pour l'instant. On a des disques scoliotiques, mais on les a pas, je ne peux pas encore les présenter là. Et on est allé chercher ici aussi sur des examens de routine clinique, par recherche. Contraignant, mais intéressant parce que très pratique. Et on voit ici apparaître le nucléus, c'est le composant le plus hydraté du disque, qui fait apparaître vraiment une eau libre de manière plus élevée. On pouvait un peu s'en douter, mais c'est quantifié. Et ici, en fonction des étages ici, et des localisations antérieures ou postérieures, on a des coefficients de diffusion, les ADC, qui sont évolutifs suivant les zones. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ce graphique-là, qu'on va renforcer avec plus de données, on pourra le comparer avec le même type de graphique sur nos enfants scoliotiques, en pré-op et bien sûr en post-op. Et en pré-op, à mon avis, ça va donner des infos sur la fonctionnalité du disque et sûrement un jour, j'espère, des indices en fait peut-être de suivi plus serré en fait de l'enfant en fonction des ADC obtenus. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, l'approche quand même clinique, au bon sens du terme, elle est très empirique, basée sur l'expérience. Notre job, on va dire, c'est d'essayer de mettre du chiffre sur l'empirisme, de réduire l'empirisme. Et voilà, c'est un peu ça, je pense. On l'a vu sur nos volumes de tout à l'heure. Alors, si on continue, on va descendre un peu plus dans la méca. Alors, une approche plus globale sur la méca, l'idée ici, c'est de considérer le rachis en flexion, torsion 3D, comme un assemblage de corps rigides, ce qui est associé par des zones ici, on va dire, j'aime pas trop le terme de matrice de raideur, des éléments, on va dire, flexibles, assez complexes, liés en fait au disque et à la complexité des tissus autour de ces zones rigides. L'ensemble étant soumis à des conditions
de bord ici et des conditions initiales dans son histoire très importantes sur ce problème de stabilité. Donc, après, je parlerai de ça. Mais l'idée ici, c'est de reconstruire à partir de données cliniques sur des modèles simples. Ça prend quelques minutes ici, en fait. Le calcul, quelques secondes. D'essayer de retrouver, à partir de quelques informations du rachis, donc ici en rouge, la courbure, disons, théorique, numérique, retrouvée par la mise en équation d'équilibre énergétique de ce rachis. Donc, pour l'instant, ça marche assez bien. À partir de là, qu'est-ce qu'on voit? On peut faire des fameuses analyses de sensibilité et on voit, comme dans tout système en fait, précontraint, non linéaire et couplé, que les conditions de bord du système et les conditions initiales énergétiques ont un rôle essentiel sur le futur du problème. Hein, voilà. Alors pour l'instant, on est très méca, non linéaire, donc c'est un problème non linéaire compliqué hein, du point de vue du mécanicien et du matheux. Et l'idée là-dessus, c'est de couper des analyses mathématiques de type stabilité. L'idée ici, c'est d'étudier les valeurs propres, vecteurs propres du système et de discuter ces valeurs propres. Et en fonction de ces valeurs-là, on peut avoir une idée de la stabilité ou de l'instabilité de cet assemblage. Voilà, maintenant, donc là, vous voyez, on est global. Et qu'est-ce que je mets là-dedans? Alors, ce que je mets là-dedans, ça peut être recalé par rapport à des données cliniques, et ça c'est une mine, c'est super intéressant, par degré de pathologie. On n'aura pas un modèle qui passera partout, ça n'existe pas. Par contre, par famille de problèmes, certainement, hein, tranche d'âge, etc. Donc maintenant, je change d'échelle, je descends. Alors, je descends dans le disque et localement. Alors là, c'est un peu plus ardu, mais j'ai tenu à mettre les équations quand même, parce que voilà, ça c'est un modèle de disque, quoi, si vous voulez, un peu simplifié. Mais alors, l'idée, c'est de créer le couplage entre rien que mécanique. Donc, les tissus vivants sont des systèmes très hydratés. Donc, il y a du solide déformable, par exemple la matrice extracellulaire à cette échelle-là, ou plus large, et il y a du fluide qui circule là-dedans. Donc, il y a l'éponge hydratée. Donc, ça, c'est un problème mécanique assez complexe. Hein. Et là-dedans, on peut rentrer, en fait, mettre en équation des phases cellulaires, des phases de facteurs de croissance en interaction. Hein. Donc ça, nous, on l'a déjà fait. C'est un autre problème biologique, mais il y a pas mal de points communs sur la cicatrisation des interfaces os implants. Hein, voilà. On travaille actuellement sur la modélisation avec ces approches-là de l'ostéosarcome chez l'enfant. Et le cœur commun scientifique se ressemble. Alors, il y a quelques points dont je voulais vous parler. C'est les débits de fluide, par exemple, sont liés à la perméabilité des tissus, aux viscosités, aux gradients, en fait, aux différences de pression dans les systèmes. L'apesanteur intervient très peu ici. Aux déformations. Les contraintes dans le tissu biologique, ici le disque par exemple, sont en fonction des déformations et des propriétés en fait mécaniques de ces tissus. Voilà, j'ai mis ce symbole ici. Ça, c'est un flux. Un flux, ça peut être un flux de facteurs de croissance, va être lié à des gradients ici, à des coefficients de diffusion et à des coefficients en fait de convection du système. Et grâce à ces approches-là, on peut coupler en fait la biochimie à la mécanique. Vous voyez, c'est ça. Alors, on voit le cadre générique du poroméca réactif. Réactif, c'est ça. Le réactif, c'est une source de quelque chose. Ça peut être un puits, hein, une consommation aussi. Donc, on voit bien la population cellulaire hein, qui peut être vue comme un puits et comme une source aussi. Hein, voilà. Donc, le cadre théorique le permet. Après, bon, c'est super, machin, sauf qu'en faisant ça, on va rajouter des coefficients inconnus. Par exemple, des coefficients de diffusion de population cellulaire ou de facteurs de croissance. Mais ce n'est pas parce que c'est inconnu qu'on ne peut pas aussi les mesurer sur des manips dédiés, isolés en labo, par exemple. Vous voyez, hein? D'où l'intérêt des modèles théoriques et méca dont je vous ai parlé tout à l'heure pour explorer l'in vitro, par exemple, hein, vous voyez, plutôt que de faire du prédictif. D'accord, hein? Voilà. C'est ce qu'on a essayé de faire. C'est complètement jouable en simplifiant le problème, puisque in vitro, en général, on maîtrise beaucoup mieux les conditions aux limites du problème. Voilà. Donc, je tenais à présenter ça pour montrer que je ne suis pas un fan des équations, hein, c'est pas ça. C'est que les équations, elles peuvent avoir vraiment apporter quelque chose à la compréhension du vivant, mais tout en étant très prudent hein, quand même. Hein, mais je crois que oui. D'où l'importance de former des biologistes et des cliniciens à quelques équations.
et nos mécaniciens et nos matheux à des questionnements biologiques et en santé dont on maîtrise en général beaucoup moins de choses que nous en ingénierie. Voilà. Et ça, c'est très important, il me semble. On a un public d'étudiants de sciences dures intéressés par ces applis. Alors, conclusion et perspective. Alors, on voit toujours cette double approche d'études cliniques. On a beaucoup travaillé sur l'IRM de diffusion. Pourquoi? Concrètement, pour se différencier de l'existant. Et je pense qu'on est toujours assez pertinent là-dessus, sur IRM, disque, scoliose, enfant. Voilà. Hop, pardon. Ici, voilà. Voilà. Donc, X-ray, OK. MRI, oui. L'enfant en croissance. Donc là, c'est pas gagné, mais on travaille sur cette zone d'accélération de croissance. Voilà, on est sur ça plutôt, là. La mécanobiologie, comment modéliser ce problème-là. Problème d'instabilité. Donc voilà, concrètement aussi, on a réussi à avoir une bourse d'école doctorale de mécanique là-dessus. Donc ça permet d'accélérer beaucoup les choses. D'avoir quelqu'un à temps plein, 3 ans, c'est très important. Roxane qui est clinicienne, donc le duo a travaillé en couple, ça aussi, je mélange un peu les deux, mais pour mettre en route cette recherche, nous, ce qu'on a pu vérifier, c'est que ça fonctionnait bien dès qu'on arrivait à associer un étudiant de sciences dures ou une étudiante avec un ou une clinicienne. Et ça, sur le long terme. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est important. Voilà. L'idée, donc, maintenant, c'est d'arriver à mieux comprendre cette évolution de croissance et surtout d'avoir cette notion de stabilité ou d'instabilité. Cliniquement, et ça ne s'est pas élucidé, pourquoi certaines courbures vont se stabiliser post-corset, d'autres pas. Y aurait-il des prédispositions alors, de certains enfants à développer une scoliose stable ou instable? Ça, c'est un grand mystère. Et on voit du point de vue clinique, c'est super intéressant et utile surtout. Et quand même, ce qui est important également, c'est quel est le devenir des disques libres sous-jacents aux arthrodèses, quand même. Voilà, donc je tenais à remercier bien sûr la filière Oscar, la Fondation Cottrell, je repasse une couche et je pense que c'est important, voilà. Le CHU de Toulouse, bien sûr, et tous les copains chirurgiens, etc. Et le ministère pour la bourse, quand même, c'est important. Voilà, je vous remercie. Merci Pascal. Cet exposé nous ouvre des grandes portes d'interaction. Est-ce que ça marche? Oui. Merci pour votre intervention. Je suis Frédéric Malingerin de Lyon. Vous parliez de prédiction de modèles in vitro en utilisant vos données. Je suis d'accord avec vous que c'est une mine très importante. Et ma question, je m'interrogeais à savoir si vous étiez en connexion avec, par exemple, des fabricants de disques artificiels, si ça se fait. Je sais qu'il y a des ménisques maintenant qui sont posés en prothèse. Est-ce que c'est utile pour créer... Je vais faire attention à ce que je vais dire, je pense. À mon avis, je pense, tant qu'on n'a pas compris les phénomènes intrinsèques et la problématique de la dégénérescence, par exemple le comportement du disque, bien sûr on pourra proposer des prothèses de disque. Il en existe d'ailleurs plusieurs sur les marchés. Les États-Unis ont reculé là-dessus parce que je ne sais pas où ils en sont, mais il y avait des complications. Ça fonctionnait pas très bien. Donc moi je suis pas trop fan en fait concrètement des prothèses de disque, parce qu'on n'a pas compris encore comment fonctionnait le système. Alors, les premiers réflexes qui ont été utilisés, c'était de décliner les prothèses, l'arthroplastie classique, en fait, articulaire, aux prothèses de disque, que le disque, le segment vertébral, c'est tout sauf une articulation. Voilà, on voit que les fameux transferts, en fait, de masse, là, fluides, nutriments, tout ça, c'est super important. Donc, quel sera le devenir de ces prothèses ? Je ne sais pas, surtout que l'intervention chirurgicale est super lourde et tout, et moyen, quoi. Moyen, donc avec prudence. Mais bon, je sais qu'il y a des projets là-dessus, avec l'imprimante 3D, les imprimantes biologiques, etc. Moi, je serais un peu prudent là-dessus, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut rester un peu en amont, quoi. Voilà. Et on n'a pas compris le phénomène mécanobiologique encore complètement, donc c'est un peu hasardeux de s'aventurer sur ce chemin. Je ne le ferai pas, moi, mais bon, voilà.
me semble. Bonjour. Dans l'étude du disque, quel est l'intérêt, quel serait l'intérêt de l'élastographie du disque, par exemple, péropératoire? Oui. Disons, ça serait intéressant d'avoir, je pense... Alors, il y a plusieurs niveaux. Qu'est-ce qu'on mesure dans l'élastographie, premièrement? Si le milieu était monomatériau, on va dire, on aurait une idée, à peu près, moi je m'arrêterais à la vitesse de propagation, en fait, des ultrasons dans ce tissu. Je m'arrête là. Parce qu'en fait, c'est des comportements non linéaires. Certains vont aller jusqu'aux propriétés élastiques de ce tissu. Et ça, pour moi, c'est assez discutable parce qu'en fait, comme le comportement est non linéaire, aller chercher le module d'élasticité d'un tissu, c'est un peu gonflé. Par contre, utiliser la même source et regarder simplement la vitesse de propagation, je m'arrête là et je compare des disques normaux, simples, machin, tout ça, les étages, et ça, c'est robuste et blindé, il n'y a rien à dire. Et deuxièmement, le disque, c'est tout sauf monophasique. Au minimum, c'est biphasique, du fluide et du solide, non linéaire. Quelle est la vitesse de propagation que l'on mesure? Puisque la vitesse dans le fluide, la vitesse dans le solide et la vitesse d'interface, ce sont au minimum 3 vitesses différentes. Et pour finir, en fait, aller explorer un disque dans le buste, quoi, on est loin quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on mesure au fond? Et, ça ne peut pas être intrusif non plus, quoi. Donc, pareil, je dirais, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut être prudent dans l'affichage des résultats qu'on peut en tirer. Voilà, je crois. Moi, j'aurais une question. J'étais un peu étonnée du fait qu'il y ait une augmentation de l'hydratation avec l'âge. Oui. Non, post-op. Post-op, ah, oui. D'accord. C'est normal. J'avais compris que c'était avec l'âge. Disons qu'en fait, on imagine la courbure scoliotique qui va être opérée. Donc finalement, je ne l'ai pas montré, il y a l'arthrodèse, des zones métalliques qui vont redresser la courbure. Donc ce segment va être fusionné finalement. Et les disques qui sont sous-jacents à l'arthrodèse vont rester libres. D'accord ? Donc de par la correction de la courbure, finalement, on va libérer dans un premier temps les courbures et les pincements des disques sous-jacents, donc réhydrater le système. On imagine une éponge saturée d'eau, par exemple. Donc ils sont surhydratés par rapport à ce qui a précédé, avant l'opération. Ça c'est recevable. Par contre, on voit aussi quelques temps après cette opération qu'ils sont toujours apparemment assez hydratés, c'est-à-dire que la part du nucléus est plus grande en fait que dans la normalité. Ça peut être vu aussi comme une suractivité de ce disque, puisque du point de vue de l'énergie de déformation, comme la partie métallique en fait est super rigide dans le fonctionnement de l'enfant, les zones déformables sont moins nombreuses et vont prendre plus d'énergie de déformation. Donc les zones qui sont moins nombreuses à travailler vont plus travailler. Et ça peut expliquer le chemin vers la dégénérescence, qui est une des complications du post-op des enfants scoliottiques. Voilà. Donc, et d'où l'importance d'aller voir la normalité pour voir si on tend vers une normalité de disque ou pas. Et je ne crois pas, a priori. Voilà. Merci. En tout cas, vous avez déjà trouvé une collaboration possible avec les achondroplastes. Sur le principe de l'instabilité que tu nous as décrit, et l'intégration du facteur cellulaire ou moléculaire, parce que une des grandes questions, c'est pourquoi la scoliose idiopathique fait toujours quasiment la courbure dans le même sens. Et qu'est-ce qui génère l'instabilité primitive et qui va pouvoir générer une amplification du phénomène dépendant peut-être de paramètres que, comme tu as dit, on ne peut pas mettre dans le modèle pour l'instant et qui peuvent être cellulaires. Oui. Là, on a un peu de mal à réintégrer l'ensemble. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense en fait que déjà, si on reste... Il y a des pistes purement mécaniques déjà sur les chargements mécaniques que peut prendre le rachis, tu vois, puisque la non-symétrie en fait, des organes, par exemple, peut imaginer un équilibre, tu vois là, qui va forcer peut-être une instabilité dans un sens plus dans l'autre. Dans les problèmes instables, juste après je reviendrai sur la bio, instables, des structures tendues par exemple, une roue de vélo c'est une structure instable par exemple, c'est pas très vivant, mais plus vous tendez votre rayonnage de vélo, plus vous allez vers l'instabilité. En tapant légèrement sur la jante, si c'est super tendu, blim, la jante elle va partir. Donc ça veut dire qu'une condition initiale, un petit défaut initial, par exemple sur une loi de croissance,
peut avoir vraiment un impact très grand dans ces phénomènes d'instabilité. Voilà. Donc déjà, purement mécanique, une inclinaison, des choses comme ça. Et après, sur les aspects, le lien avec la biologie, à ce moment-là, il faut changer d'échelle, je pense. Et il faut travailler sur le terme source, tu vois, la croissance en fait tissulaire, et aller voir en fait dans le couplage déformation, stimuli méca, échange de fluides et interaction avec les populations cellulaires, la différenciation, tu vois, et la formation de matrices extracellulaires qui peut être, à mon avis, dissymétrique dans la croissance, notamment du plateau vertébral, par exemple, tu vois, et des obturations, ce qu'on avait regardé aussi, des canaux à l'interface entre le disque et le corps vertébral. Donc c'est là que la biochimie pourrait apparaître. Comme ça veut dire que primitivement, il y a peut-être une asymétrie qui est générée simplement par j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est ça. Et après, pam, il y a qui provoque... Qui ensuite entretient un phénomène biologique d'amplification biochimique, ouais, c'est ça. À l'individu et qui va se faire de manière dissymétrique. Je pense qu'il y a une fenêtre de fonctionnement où on peut encore corriger le tir. C'est la notion d'instabilité. On met une perturbation et on revient sur le beau chemin. Et dans certains cas, la fenêtre de fonctionnement, elle est passée, le retour est impossible, tu vois, vers l'équilibre, l'homéostasie. Du coup, chirurgie. Et là, c'est la méga perturbation, la chirurgie. Hein, vu du côté du phénomène d'instabilité, là, c'est une énorme perturbation, puisqu'on redresse complètement la courbure, et finalement, la solution qui a été trouvée, elle n'est plus biologique ni biochimique, elle est purement mécanique. Voilà. Là, c'est le cas extrême. Tu vois, voilà. Mais je pense que je vois bien. Alors, parce qu'il y a pas mal de travaux qui ont été faits sur la génétique et scoliose, tu vois, voilà. Et bien, apparemment, il n'y a quand même pas de choses très probantes qui sortaient là-dessus, hein, sur des expressions de gènes assez parlants. Même dans les familles, tu vois, il n'y a pas de résultats tangibles pour l'instant sur ces approches purement génétiques. Hein, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, encore une fois, mais c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas parce que je suis mécanicien au départ. J'ai l'impression que le facteur mécanique est très important, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à la mécanique. C'est ce que tu viens de soulever. La mécanique va agir sur la formation biochimique du système. Voilà. Par nature, de toute façon, sur le système musculo-squelettique, la mécanique est dépendante de l'amplification des phénomènes biologiques. C'est lié, tout est lié. C'est un problème couplé mécano-biologique, complètement. Voilà. Et donc partir que sur la méca, c'est vraiment qu'une partie. Ça dépend des cas, mais des fois je pense pas 50% du problème. Il faut prendre le problème d'essayer dans sa totalité, mais de manière progressive, quoi, quand même. D'où ma mise en équation, mes équations mécano-biologiques, dans lesquelles on peut rentrer des facteurs biologiques. On l'a fait sur l'interface os-implant. Et ça marche assez bien pour prévoir comment le tissu va se néoformer autour d'un implant, par exemple, avec le côté réactif des revêtements. Voilà. Bien. Je pense qu'il faudra rentrer des coefs de diffusion, en fait, de diffusion de population cellulaire. Et des coefficients de différenciation, tu sais, aussi, et de formation aussi de matrices extracellulaires, tu vois, et d'expression de facteurs de croissance. Ça, on peut les mettre en équation. Après, donc l'idée, on a essayé ça, mais on avait essayé de faire des cultures identifiées avec ces paramètres contrôlés, de coupler en face le modèle numérique, et par méthode inverse, on appelle ça, identifier le coefficient manquant. Voilà. Et moins on aura de coefficients, donc plus ce sera progressif et mieux ce sera. C'est des questions qu'ils ont sur les bioréacteurs aussi, hein, de toute façon. Voilà.